écoute, salut Jordan, merci à toi pour ce Salut. temps, pour cette petite interview, cette petite vidéo pour notre chaîne. Yes. Investimo Performance. Donc, moi, je suis Ben. Tu vas peut-être te présenter un petit peu, dire Ouais, un peu dans la vie et puis on parlera après vraiment de l'IMO. Donc, de comme ça l'IMO, ouais. permet d'avoir un peu ton profil. Carrément. Déjà, bonjour à toute ta communauté. Donc, moi, je m'appelle Jordan. Donc, pour donner un petit peu mon âge, je suis né le 16 avril 1989. Comme ça, voilà, c'est en fonction de à quel moment ils regardent la vidéo, ils sauront un petit peu l'âge que j'ai. Donc là, actuellement, je vais bientôt avoir 31 ans. Et donc, du coup, je vivais en région parisienne. J'ai commencé à investir en région parisienne. Après, j'ai changé de région par rapport à mon boulot. Et voilà, du coup, je continue à investir le plus possible dans l'IMO parce que, premièrement, ça me fait kiffer. Et deuxièmement, parce que j'y vois aussi des intérêts en termes de liberté financière. Donc voilà, l'idée, c'était ça au début. J'y connaissais rien du tout. Et puis, petit à petit, je me suis lancé dedans tranquillement. J'ai fait des erreurs un petit peu comme tout le monde. Et puis, on essaie de rectifier ça. Et le but du jeu, c'est de continuer à prendre du plaisir, continuer à investir et puis faire du mieux possible pour tout simplement gagner sa liberté financière. Donc voilà un petit peu globalement l'idée un petit peu de mon projet. Et donc du coup, par rapport à ça, j'ai commencé à créer une chaîne YouTube pour parler de mon parcours, pour montrer aussi à tout le monde que voilà, en étant une personne un peu lambda, classique, on était capable de faire des choses. Alors, bien évidemment, chacun à son niveau. Mais voilà, le but du jeu, c'était de raconter un petit peu mon parcours, les points positifs, mais aussi les points négatifs, parce que souvent, on oublie un petit peu on cache un petit peu les points négatifs, mais ça fait partie aussi de la vie d'un investisseur. Donc voilà, l'idée, c'est un petit peu de ça à travers la chaîne YouTube. Et donc voilà, pour la petite présentation. Ok, bon bah écoute, excellent, je te remercie. On va rentrer un peu plus dans le côté, je vais te dire, IMO. Ouais. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir un peu, c'est qu'est-ce que tu as fait et Mhm. donc quel type d'opération, quel montant, un peu, enfin sans parler forcément des montants exactement des Ouais. chiffres, mais Mhm. globalement un peu combien d'opérations ou quel délai, quel timing. Ouais, ouais, Et quel type d'exploitation tu as fait? J'ai vu un petit peu ta chaîne YouTube, donc je vois un peu ouais. ce que tu as fait, mais que tu nous l'expliques un peu à ta sauce. Ouais. Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai commencé à investir en 2017, mi-2017. Donc c'est vraiment là que j'ai mis le pied à l'étrier en termes d'investissement. J'avais déjà acheté mon appartement en région parisienne 2 ans avant, mais c'était de la résidence principale. Alors après, même si j'avais commencé à acheter ma résidence principale, j'avais en tête d'une revente parce que je savais très bien que par rapport à mon emploi, j'allais pas rester en région parisienne. Donc c'était résidence principale en essayant de faire une plus-value quand même. Mais j'ai vraiment commencé à investir dans du locatif en 2017. Donc, j'ai attaqué par de la colocation parce que, en fait, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'étais à distance, donc j'étais en région parisienne, donc forcément, je voulais investir tout sauf en région parisienne. Donc, j'étais parti sur de la colocation parce que je trouvais qu'en termes de gestion, c'était assez simple à distance, que ce soit pour les travaux et puis ensuite surtout pour la gestion des colocataires. Et je voulais absolument faire un investissement qui rapportait du cash flow. Ça, c'était clair et net. Donc, en fin de compte, je me suis dit, quand j'ai démarré, il y avait 2 ou 3 possibilités. Il y avait la location courte durée, la colocation et éventuellement l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, je trouvais que c'était un peu trop gros pour commencer. La location courte durée, vu que j'étais à distance, je trouvais que c'était un peu trop compliqué à gérer. Donc, je me suis focalisé sur la colocation. Et puis, je trouve aussi que la colocation, c'est plutôt cool. Voilà, il y a un bon état d'esprit au niveau de la coloc, donc c'est sympa. Donc, j'ai commencé par ça et en fait, j'ai fait 2 investissements en même temps. Alors, ce n'était pas prévu, c'est juste que j'ai trouvé une première opportunité, je l'ai négociée, je l'ai eue. Et la deuxième, elle est arrivée une semaine après et c'était vraiment une superbe opportunité que je n'ai pas pu dire non. Donc, du coup, je suis parti sur les deux en même temps. Donc, ça, c'était en 2017. Donc, le montant, je te fais un montant global. Donc, en gros, on est sur 210 000 euros pour les deux colocs. Donc, bien sûr, travaux, frais de notaire, agence, ameublement, etc. 210 000 euros. Et au niveau des rentrées locatives, je suis à peu près 2 700 euros par mois. Donc, j'ai une coloc de 4, une coloc de 3. Donc, ça, c'était sur mes premiers investissements en 2017. Donc, ça a mis un peu de temps à se mettre en place et j'ai pu commencer à louer réellement, à dire pour l'été 2018 à peu près. Donc, ça a mis à peu près 7 mois de travaux. Ça a mis plus de temps que prévu. Bon, voilà, les débuts, hein. Le fait d'être à distance, je parlais un petit peu d'erreur tout à l'heure. Ça fait partie d'une de mes erreurs par rapport au tout début de mon parcours d'investisseur. Ça, c'était donc du coup mes 2 premiers investissements. Ensuite, j'ai continué. J'ai voulu me diversifier un petit peu sur de la location courte durée. Donc là, à ce moment-là, j'étais rentré un petit peu. Je suis rentré. Enfin, j'allais rentrer par rapport à mon boulot dans la région où j'habitais d'origine.
Donc, du coup, je me suis dit, bon, on va tenter un petit peu la location courte durée. Moi, j'aime bien aussi faire des choses un petit peu diversifiées. On connaît tous cette fameuse phrase, on ne met jamais ses œufs dans le même panier. Bah, c'était exactement ce que je voulais faire. Donc, j'ai acheté un appartement pour faire de la location courte durée. Celui-ci, il est un peu plus petit, il fait à peu près 65 mètres carrés. Il y a 2 chambres et donc, du coup, je l'ai eu, donc en gros, tout rénové, 100 000 euros avec ameublement, encore une fois. Donc 100 000 euros cette fois-ci, toujours dans la même ville. Et après, j'ai voulu me diversifier également en termes de ville parce que j'ai bien vu que la ville dans laquelle j'investissais, elle prenait vraiment de la valeur et c'était plus compliqué de trouver des bonnes affaires. Il y avait beaucoup de monde qui y arrivait sur le marché. Et donc, du coup, j'ai voulu me diversifier un petit peu. Et là, j'ai trouvé 2 appartements, toujours pareil, faire de la location courte durée également. Donc là, c'est en fait dans la même copro. C'est une petite copro. Il y a un studio au rez-de-chaussée et au premier étage, un T2 que j'ai transformé en T3. Et donc là, le budget total, je suis à 145 000 euros. Encore une fois, tout compris. Donc ça, c'était pour, on va dire, mes 5 premiers investissements en perso. Ensuite, j'ai trouvé une opportunité sur un viager, entre guillemets. Alors, je dis viager parce que c'est plus simple à comprendre, mais globalement, en fait, il n'y a pas de rente. C'est-à-dire qu'on paye, j'ai payé le bouquet. Là, c'est un investissement avec ma conjointe. On a payé le bouquet, donc c'est comme un prix d'achat. Il y a 2 appartements et on a payé vraiment pas cher. C'était 60 000 euros, 62 000 euros, frais d'agence inclus. Donc, on monte à 68 000 euros avec les frais de notaire. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de travaux parce qu'il y a une personne âgée qui vit dans un des 2 logements, mais on ne peut pas rénover le deuxième. On est obligé d'attendre en fin de compte. Donc, je sais que certains ne sont pas trop pour le viager et tout. Moi, je ne te cache pas que j'étais pas du tout là-dessus. J'y connaissais rien. Mais quand j'ai vu le truc, je me suis dit, oula, là, il y a quelque chose à faire. Alors, bien évidemment, c'est un investissement sur du moyen long terme. Donc, il faut savoir ce que l'on fait. Il faut savoir que pendant un certain nombre d'années, on ne sait pas combien on va devoir sortir de l'argent. Donc, il faut être financièrement capable de supporter ce genre de projet-là. Après, ce n'était pas un gros projet, mais bon, c'est quand même quasiment 500 euros qui vont partir tous les mois. Donc, il faut quand même être capable, au niveau de sa capacité d'endettement, de supporter ça. Donc, mais en fait, l'avantage de ce projet-là, c'est que globalement, pour faire assez simple, une fois tout rénové, on sera sur à peu près 160 000 euros pour 2 appartements de 80 mètres carrés et ça aura une valeur de 300 000. Donc, en fin de compte, c'est comme si j'avais un appartement gratuit. Alors, bien sûr, en cas de revente, il y a toujours pareil, cette fameuse plus-value, imposition des plus-values, mais globalement, l'idée, c'est de faire un appartement gratuit avec ce projet-là. C'est pour ça que je suis parti sur ce type de projet-là avec ma conjointe cette fois-ci. Donc là, il y en avait 2 de plus. Et là, en ce moment, je suis en cours pour acheter un gros local commercial. Enfin, c'est un local de bureau de 300 mètres carrés pour réhabiliter, rénover, faire 3 logements parce que la mairie, l'urbanisme n'a pas voulu faire plus de 3 logements. Et donc, l'idée, c'est de faire 3 logements avec 2 en location courte durée, un autre logement en résidence principale. Et l'idée de ce projet-là, c'est de revendre la résidence principale pour financer l'ensemble du projet et avoir du coup 2 appartements payés et exploiter ça en location courte durée. Donc voilà un petit peu sur mon parcours d'investisseur. Donc là, ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans à peu près que je me suis lancé là-dedans. Eh bien, écoute, c'est un sacré parcours parce qu'en 2 ans et demi, 3 ans, d'avoir investi dans autant de biens différents, autant de Ouais, types d'investissements différents et dans différentes villes aussi, c'est quand ouais, même ouais, vraiment cool. Et ouais. bah, écoute, j'aimerais bien qu'on revienne sur plusieurs points. Bah, justement, tu as fait pas mal de modes de location, Ouais, donc qu'on puisse parler un petit peu pour commencer, bah, on va commencer par les premiers que tu as fait, donc les ouais, colocs les colocs, ouais. éventuellement. Ouais. Donc, tu disais que tu avais trouvé que c'était un investissement qui était intéressant par rapport à la gestion. Et moi, je sais Mm. qu'on a souvent cette question-là sur notre audience ou quoi, c'est comment tu gères justement, parce que tu dis il y a peu de gestion. Ouais, Je pense que tu parles en comparaison peut-être à la location courte durée. ouais, bien sûr. Ouais. Mais du coup, comment tu gères? Et notamment, bah, j'ai vu que ta spécificité un peu, c'était de faire ça à distance. Donc, comment tu Ouais. gères à distance si tu as je veux dire, des astuces, des tips ou des petites choses comme ça qui te permettent de gérer, alors que ça soit entrée, sortie, Mm. visite, travaux à distance Ouais, également. Donc, ouais, bien si tu as sûr. un peu des éléments là-dessus, ça serait Mm. vraiment cool que tu nous aiguilles là-dessus. Ouais, carrément, avec plaisir. Alors, du coup, pour la gestion des locataires, c'est vrai qu'en fait, en fin de compte, quand on est à distance, le point noir, entre guillemets, le point qu'il faut vraiment essayer de faire attention, c'est surtout pour lorsqu'il y a des turnovers. Parce que sinon, en fin de compte, c'est assez simple, hein. Maintenant, tout est dématérialisé, tout se fait par email. Même les signatures peuvent se faire par Internet, en fin de compte. Donc, le point noir qu'il faut réussir à trouver, l'astuce qu'il faut réussir à trouver, c'est comment gérer les sorties et les entrées.
Donc là, il y a plusieurs solutions. Déjà, moi, la première solution pour filtrer, pour faire en sorte de ne pas me déplacer, si je dois me déplacer, c'est je filme mon appartement et chacune des chambres, comme si en fait je devais faire une visite virtuelle. Et donc du coup, quand j'ai déjà fait une première sélection de locataires qui sont intéressés par mes logements, je leur envoie un mail avec les liens. Et donc du coup, forcément, s'ils sont vraiment intéressés en voyant la vidéo, j'ai envie de dire que 99% du temps, voilà, ça se fait quoi, en fin de compte. C'est-à-dire qu'ils réservent quasiment avec la vidéo. Donc, ça permet de filtrer parce qu'on sait très bien que pour n'importe quel type de location, il y a des touristes aussi. Il y en a, ils ne savent pas quoi faire de leur week-end. Ils se disent, bon, je vais aller visiter, voir ce que c'est. En attendant, sinon, on doit faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de route. C'est une perte de temps. Donc, le but du jeu, c'est de gagner du temps par rapport à ça. Donc, filmer le logement avec tout ce qui est chambre à part parce que, bien évidemment, des fois, ça va être cette chambre-là qui va être libre. Une autre fois, ça va être une autre chambre, etc. Donc, on filme les parties communes et les parties privatives bien séparément. Ça, c'est la première petite astuce. La deuxième petite astuce, c'est que moi, j'ai mis en place pour les visites, si vraiment ils veulent aller plus loin, c'est les colocataires qui font les visites. Donc ça, c'est assez simple. C'est quelque chose de classique, hein. Les colocataires font les visites. Encore une fois, pour être sûr de ne pas perdre de temps, en fin de compte. Le but du jeu là-dedans, c'est de ne pas perdre de temps. Parce qu'encore une fois, faire une visite un jour, le lendemain, on doit retourner, le surlendemain, on doit retourner. Enfin, on va passer notre temps en fait, à aller faire des visites qui peut-être n'aboutiront pas. Donc, le but du jeu, c'est de gagner du temps par rapport à ça. Donc, ça, c'est la deuxième chose que j'ai mise en place. Les colocs s'occupent de faire les visites. Troisième chose que j'ai mis en place, alors ça, je ne le fais pas tout le temps, ça dépend si j'ai le temps ou pas, c'est sur les états des lieux. Il y a possibilité, enfin, moi, il y a 2 choses que j'ai mis en place. Je suis en train de, à chaque fois, je cherche pour optimiser ça, mais ça, c'est des choses que j'ai trouvées plutôt intéressantes. La première chose, c'est que du coup, je demande des photos à l'entrée. Donc, je demande en fin de compte dans les parties privatives, donc par exemple dans la chambre, de prendre 4 ou 5 photos dans des angles bien précis pour, en fin de compte, à l'entrée, avoir quelque chose de factuel. Donc, tu rentres dans l'appartement, tu prends des photos, tu prends par exemple 4 photos de la chambre dans des angles différents, tu me les envoies, ça fait entre guillemets ton état des lieux. Et je fais pareil sur toutes les pièces. À la sortie, si je ne peux pas du coup venir vérifier, là je te parle juste quand je ne peux pas me déplacer. À la sortie, même chose. Exactement les mêmes angles. Tu refais 4 ou 5 photos et on fait une comparaison. Donc ça, c'est un premier filtre. Ça permet de voir un petit peu s'il y a eu des dégâts, des choses comme ça par rapport à l'état de sortie, entre l'état d'entrée et l'état de sortie. Le problème de ça, c'est qu'une photo, on sait très bien que ça peut être retouché, etc. On sait très bien que des fois, on peut essayer de masquer un petit peu des choses et qu'on ne verra jamais tout ce qui se passe sur les murs notamment. Donc ça, c'est le revers de la médaille. Ce n'est pas forcément top à 100%. Donc ce que je fais aussi également, si j'arrive à avoir un locataire qui entre et l'autre en même temps sort, donc il y a juste un croisement, eh bien à ce moment-là, je demande éventuellement de s'arranger entre eux sur l'état de sortie pour l'un, l'état d'entrée pour l'autre. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que celui qui sort, il n'a pas intérêt à mettre des aspects négatifs parce qu'il sort. Donc, du coup, s'il a dégradé des choses, il va se prendre une partie de sa caution. Il va se faire prendre, je sais pas, 100, 200 ou la totalité de la caution. Et celui qui rentre, il n'a aucun intérêt à laisser l'autre mettre des choses positives si c'est négatif, parce que celui qui rentre, si c'est négatif, à un moment donné, si c'est positif pour lui et qu'à la sortie c'est négatif, il se prendra aussi une partie de sa caution. Donc en fait, les deux, je leur explique bien au téléphone, celui qui sort, attention, parce que si tu mets des choses négatives, s'il y a vraiment des choses négatives, tu te feras prendre une partie de ta caution. Et celui qui rentre, je lui explique bien, ne vous faites pas avoir par celui qui sort, parce que vous, c'est votre état d'entrée et à la sortie, on fera aussi les comptes. Et si ce n'est pas l'ancien qui a payé, ce sera vous. Donc, les deux, je les laisse s'arranger. Ça, c'est vraiment si j'arrive à pas être sur place et si j'ai un croisement de locataires en même temps, ils s'arrangent. Voilà. Actuellement, c'est les 2 solutions que j'ai trouvées. Après, on pourrait éventuellement rajouter une troisième, c'est faire sous forme de visioconférence. C'est-à-dire que l'état de sortie ou l'état d'entrée, on le fait sous forme de visio. Le locataire qui rentre ou qui sort, il est avec son téléphone, il filme et on fait vraiment point par point ou pièce par pièce avec moi en visio qui est à distance. Ça, ce serait éventuellement la troisième solution. Après, quand on est à distance et quand on ne se déplace pas sur place, je ne vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Ou alors trouver une personne lambda qui le fasse à notre place. Mais ça, c'est une autre histoire.
Donc ça, Je c'est suis, sur le turnover, quoi. je suis assez d'accord avec toi. Puis moi aussi, j'ai des colocations. Avec mon Ouais. collègue aussi, on a des colocations. Puis on a mis en place ce genre de système-là parce que Ouais. c'est important en fait d'essayer d'optimiser le temps, comme tu le disais. Mhm. Et maintenant, il y a des moyens modernes, clairement, pour se faciliter la tâche. Et puis, on Bah peut ouais. faire, comme tu disais, des signatures aussi électroniques. Enfin, il y a vraiment des systèmes qui sont assez cool pour ça. Et je Mhm. trouve ça vraiment bien. Ouais. Après, on parlera de la LCD, je pense. Et là aussi, il y a pas mal de systèmes d'automatisation. Tu pourras peut-être partager certains. Mhm. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut essayer de valoriser maintenant avec en fait, toutes les technologies qu'on a quoi, à Bah, notre c'est ça, en disposition. fin de compte. C'est sûr que ça prend un petit peu de temps au début. Il faut se creuser la tête. Il faut chercher quelles est ou quelles sont les meilleures solutions. Mais une fois qu'elles sont mises en place, en fait, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Et puis après, il faut aussi, parce que des fois, je vois certaines personnes qui osent pas, notamment investir à distance, parce qu'elles se disent, ouais, mais je vais devoir y aller, etc. Ouais, mais à un moment donné, si tu prends 500 ou 600 euros de cash flow par mois et que tu n'es pas capable de faire un ou deux allers-retours à 200, 300 ou 400 kilomètres, en même temps, on ne peut pas tout avoir non plus, quoi. Faire un ou deux allers-retours dans l'année, mais si on prend 5000 euros à côté de cash, bah, c'est rien en fait. Donc, des fois, il faut aussi savoir faire un petit peu des efforts si on a vraiment besoin de se déplacer pour telle ou telle raison. Mais en contrepartie, si on rentre beaucoup de cash, ben, ça le fait. Donc, et puis en plus, après, comme tu dis, effectivement, avec tous les outils maintenant technologiques, bah, on a de quoi se débrouiller, hein. Après, il y a de tout maintenant sur le marché, il y a plein d'outils. Enfin, voilà, c'est pas hyper compliqué, quoi. Ah ouais, je suis bien d'accord. Et puis, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'à un moment donné, quand on veut un peu gagner de l'argent, on veut sortir de son quotidien, etc., bah, il faut un peu se bouger. Et puis, Oui. exactement, que ce Mm. soit, moi, je connais j'ai des amis à moi, des collègues, des clients qu'on accompagne, etc., qui prennent le train pour aller investir. Mm. Toi, tu fais 200, 300, 400 bornes pour aller peut-être voir un peu tes colocs, voir les apparts, ou C'est trouver des ça. nouveaux biens même. Ouais, c'est ça. À un moment donné, c'est clair que, comme tu dis, quand on touche 500, 600 euros par mois de cash flow, bah, comme c'est ce que tu as l'air de faire comme sur tes colocations, je pense, c'est Mm. ça à peu près. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Plus ou moins, quoi. Voilà, mais Ouais, ouais, c'est ça, à peu près ça, ouais. c'est une somme qui est quand même pas anodine. Bah, Et c'est clair. quand on gagne ça, c'est du revenu purement, je vais dire passif. Enfin, alors purement, il y a toujours un peu de Pratiquement, gestion, ouais. etc. Mais, Pratiquement, ouais. mais Mm. c'est vrai que si on pense à un aller-retour, deux, trois dans l'année, pour Mm. gagner 5 000 euros, comme tu le dis, plus, ça c'est uniquement le cash flow. Et puis moi j'en parle souvent, il y a le remboursement du capital, la Ouais, potentielle plus-value, l'amortissement du etc. capital, ouais. Ah, Mm. c'est assez ouf, quoi. Et bah ouais, il faut se bouger un peu, quoi. Bah non, mais c'est clair, c'est comme des fois, je vois certaines personnes qui me contactent, j'arrive pas à trouver des biens et tout. Ok, mais ça fait combien de temps que tu cherches? Ouais, Est-ce que le samedi, tu t'es levé à 8 heures pour aller à 9 heures rencontrer les agents jusqu'à 15, 16, 17 heures? Ah bah non, j'avais pas trop le temps. Bah ouais, mais c'est sûr que ça va pas tomber du ciel, mal. Enfin, en fait, c'est du bon sens. Moi, je le dis souvent, l'immobilier, pour moi, c'est vraiment du bon sens, quoi. Il n'y a pas de recette miracle. Alors, bien évidemment, il y a des choses pour faire en sorte qu'on optimise et qu'on soit meilleur. Mais à un moment donné, c'est du bon sens. Il faut se lever le matin, il faut aller faire des visites, voilà, il faut se bouger, comme tu disais. Ça tombera pas, il n'y aura pas une clé qui va descendre du ciel et qui va te tomber dans la main, quoi. c'est ça, c'est ça. Alors, Ouais. des fois, ça arrive d'avoir des bons coups, un peu de chance, etc. Mais souvent, je suis persuadé on la provoque un peu, cette chance-là, Bien quoi. sûr, ouais, la chance se provoque, ouais. Alors après, effectivement, il y a des gens qui habitent, bah, justement, notamment les Parisiens, etc. Bien évidemment, ils vont devoir se bouger un peu plus parce qu'il faut sortir de Paris et tout, ça prend du temps. Mais après, la situation est comme celle-là. Donc, s'il n'y a pas le choix, ou alors on se morfond, on ne fait plus rien, et puis voilà, on reste comme on est. Et c'est pas un souci non plus, chacun fait ce qu'il veut, hein. Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, bah, écoute, c'est nickel pour les colocs. Alors, on va Yes. passer à ta deuxième vie d'investisseur, c'est quand tu es Ouais, passé aux locations courte durée. Alors, est-ce c'est que, ça. bon, pour expliquer un peu, même si je pense que l'audience connaîtra, mais location courte durée, c'est le fait de louer sur des sites de location saisonnière pour des voyageurs, des touristes internationaux, Mm. français, ou pour des gens qui vont peut-être venir sur des périodes de boulot, quelques semaines, ou les Ouais. semaines, ou des fois un peu plus longtemps, ou des missions. Et sur les différentes plateformes qu'on connaît, Airbnb, Booking, classiquement, bon, il y en a plein d'autres. Et donc, si tu peux nous parler un peu de ce qui a fait que tu es passé là-dessus, Mm. peut-être. Ouais. Et là encore, j'ai pas mal de questions sur la gestion. C'est la galère en LCD. Donc, est-ce que Ah, tu vas confirmer ça ou est-ce que tu vas dire finalement, on peut aussi automatiser un petit peu, gérer ouais. facilement ce genre de type de location? Ouais. Alors, pourquoi j'y suis venu? Pour la simple et bonne raison que moi, j'aime toucher un peu à tout.
Alors, je pense qu'au début, pour ceux qui sont notamment débutants, je pense que c'est important, voire même indispensable de se focaliser sur une stratégie. Mais une fois qu'on a réalisé un, deux ou trois investissements, je pense que ça peut être intéressant de se diversifier. Après, chacun fait encore une fois ce qu'il veut, mais moi, je trouve que c'est important. Bah, tu vois, par exemple, la location courte durée, en ce moment, on est dans la période de coronavirus. Tous ceux qui font de la location courte durée, c'est quand même compliqué. On ne va pas se le cacher. Donc, forcément, plus on va être diversifié, mieux ce sera. Donc, en fin de compte, pourquoi je suis venu là-dessus? Bah, parce que j'avais envie de tester d'autres choses, voir sur mon marché si ça pouvait aussi fonctionner. Et j'avais envie aussi de voir si, en termes de cash flow, ça allait aussi booster encore un peu plus. Moi, je fais que des investissements pour rentrer à fond du cash flow parce que c'est vraiment ce que je veux au début. Et du coup, je suis prêt aussi à passer un peu de temps là-dessus au début pour mettre en place tout ça. Donc, voilà pourquoi je suis venu là-dessus. Et ensuite, est-ce que c'est possible de gérer sans passer trop de temps? Bah oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas le cacher, ça prend quand même plus de temps que les autres formes de location, les autres modes de location, ça c'est une évidence. Maintenant, encore une fois, avec tout ce qui se passe, tous les outils que l'on a à disposition, il y a possibilité en fait, le fameux channel manager, il y a possibilité d'utiliser un outil informatique, un outil Internet, entre guillemets, pour mettre toutes ces dates, les montants de ces locations, de faire en sorte que les locataires, quand ils réservent, ils aient un premier mail, puis un deuxième mail avec toutes les informations, etc., etc. Et au fur et à mesure où ils arrivent dans l'appartement, enfin du moins au fur et à mesure où leur séjour arrive, ils reçoivent toutes les informations pour pouvoir savoir comment venir dans le logement, éventuellement avoir un livret d'accueil avec toutes les informations du logement, les restaurants à proximité, etc. etc. Savoir si on fait une entrée autonome, quel va être le code de l'immeuble, s'il y a un digicode, où est-ce qu'ils vont trouver les clés, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment sur la partie automatisation. Donc en fin de compte, si on fait bien les choses, il y aura juste qu'à répondre aux personnes qui souvent nous envoient quand même des questions. On sait très bien que les gens, même si tout est écrit sur une fiche, il y en a plein qui ne la lisent pas. Et donc, il y a des gens qui vont nous poser toujours les mêmes questions. Quel est le code de l'immeuble, etc. Alors, pourtant, on leur a envoyé 2 fois la fiche. Hein. Mais voilà, on sait très bien comment ça se passe. Hein. Tout le monde ne lit pas la fiche entièrement. Donc, en fin de compte, le seul travail par rapport à ça, c'est ça. C'est répondre, faire un petit peu de SAV, répondre aux fameuses questions des personnes qui n'ont pas tout lu. Donc ça, c'est en fin de compte la partie la plus, entre guillemets, la plus chiante. Et puis après, ce qu'il faut mettre en place, c'est surtout une personne qui va gérer les turnovers, donc le linge, le ménage et aussi tous les produits qu'on va mettre en place dans sa location courte durée. Donc, des savons, du café, du papier de toilette, du liquide vaisselle, des petites choses comme ça, des choses assez simples en fin de compte. Donc, il faut trouver une personne ou plusieurs personnes, mais je trouve que l'idéal, moi, c'est d'avoir une personne qui va être capable de gérer tout ça pour nous. Donc, une fois qu'on a trouvé vraiment cette personne-là qui va gérer ça et qu'on a utilisé un outil informatique pour automatiser les messages entre les voyageurs et nous, eh bien, à ce moment-là, j'ai envie de dire qu'on a fait 90% du boulot. Et après, voilà, c'est juste du SAV, répondre aux questions quand il y en a. Quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Et puis là, tu as bien décortiqué en fait les étapes, c'est-à-dire la partie avant une réservation ou pendant la réservation. Donc, ce channel manager qui permet de gérer potentiellement les prix, les messages automatiques, les disponibilités sur les différents sites. Et la deuxième partie qui est la gestion ménage, linge et on va dire tous les produits de consommables en fait de ta location courte durée. Quoi. Ouais. Tu as trouvé des personnes ressources pour ça et des gestions claires pour ça. C'est vrai que tu as quasiment automatisé. Et tu me dis si je me trompe, mais moi, des fois, en fait, j'ai la location courte durée aussi. Et je me rends même pas compte. Je reçois des fois un virement Booking ou Airbnb. Je fais, ah bah ouais, il y avait un voyageur. Je m'en suis même pas rendu compte, en fait, que le voyageur, il était là ce jour-là où il est parti. Et finalement, ça me semble facile en gestion, quoi. Ouais, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Alors, ça demande du boulot au début, ça c'est clair. Il faut réussir à trouver la personne ressource pour gérer les turnovers, donc le ménage et tout ça. Mais à partir du moment où on l'a trouvé, déjà, on a fait les 3 quarts du chemin. Après, il faut il faut réussir à mettre en place la partie automatisation. Et maintenant, avec Internet, avec des personnes aussi qui font des formations là-dessus, des choses comme ça, on peut assez simplement mettre en place son channel manager et puis automatiser tout ça. Donc, ça prend un peu de temps au début, mais une fois qu'on a compris le processus et qu'on a sa personne ressource, après, si on veut faire un deuxième investissement ou un troisième, on a juste qu'à dupliquer. Et là, ça va beaucoup plus vite parce qu'on sait exactement comment ça fonctionne, etc. Quoi.
Ah ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis la duplication, c'était dans le même secteur globalement. Ou si, bah, Ouais. comme tu l'as fait là, tu as acheté deux apparts que tu mets en courte durée qui sont proches, bah, c'est encore Mm. plus simple, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Après, voilà, je vois aussi beaucoup de personnes des fois qui disent ouais, ça va être compliqué de trouver cette fameuse personne ressource. Je pense que justement, il y a quelque chose à faire là-dessus parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui aimeraient bien bosser dans ce genre enfin, surtout des femmes de ménage qui aimeraient bien bosser dans ce genre d'activité parce qu'en fin de compte, c'est quand même plutôt cool. Euh, c'est globalement entre 10 heures du matin et 16 heures. Il n'y a personne dans l'appartement, elles font leurs petits trucs. Il faut petit à petit leur apporter du volume aussi pour qu'elles puissent vraiment bosser que là-dedans. Mais c'est quand même assez tranquille, je trouve. Parce que des fois, il y a aussi des femmes de ménage qui bossent, par exemple, telle semaine, le mercredi, c'est chez un tel, etc. Un peu du ménage classique. Et des fois, il y a des gens qui sont à la maison et tout. C'est quand même un peu plus contraignant, je trouve. Tandis que ce genre d'activité, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal pour avoir discuté avec des femmes de ménage. Elles apprécient aussi pas mal. Alors, ça se développe, hein, c'est pas courant, mais ça se développe. Et je pense qu'au final, dans toutes les vies, bon, Ouais, ouais, clairement. forcément, Puis quoi. Et maintenant, puis il y a après, aussi des conciergeries carrément, hein, des ouais, fois, c'est ça, qui ouais. font ça aussi. Hein, donc, Si besoin, on peut aussi faire appel à une conciergerie en sachant que bien évidemment, la conciergerie prend sa commission, ce qui est tout à fait normal, et que du coup, on perd un peu en rentabilité et en cash flow. Mais après, par contre, on s'occupe de rien, quoi. c'est ça. Donc, bon, il y a de tout, hein. C'est une balance un petit peu comme toujours entre la quantité de gestion versus la renta ou le cash Ouais, flow que tu veux obtenir. Et c'est je pense ça. que ça, c'est clair et net que moi, je trouve qu'au départ, quand on débute, bah, on cherche si possible à avoir du cash flow si on a un peu de temps disponible. C'est ça. On reviendra un peu sur ta gestion au quotidien un petit peu, mais Mm. et puis au fur et à mesure, peut-être si on a plus d'investissement, on va chercher d'autres types de gestion pour se concentrer sur bah, notre Ouais, valeur c'est ça. ajoutée, trouver des Ouais, biens, financer, etc. Mais ouais. moins sur la gestion au quotidien, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est sûr qu'au début, comme tu dis, je pense qu'on est beaucoup à chercher énormément de cash flow parce que ben, on part tous de pas grand-chose en fait, quoi. C'est sûr que quand tu as des gros salaires et quand tu peux arriver, tu peux poser 500 000, 1 million, bah, là forcément, tu es moins sur le cash flow, tu es plus Ouais. sur ben, faire en sorte de déléguer, etc. Mais quand tu n'es pas dans ces situations-là, bah, tu es plus au début sur faire du cash flow, faire du cash flow. Et après, quand tu as un petit peu de volume, à ce moment-là, bah, là oui, effectivement, je pense que c'est le moment de commencer à déléguer un peu plus pour se concentrer uniquement sur soit la recherche, soit le financement, enfin sur des choses un peu annexes et moins sur la gestion au quotidien ou la gestion hebdomadaire. Ouais. Et juste une question pour montrer un peu le potentiel en fait, de renta ou de cash flow d'une Ouais. location courte durée. Si tu dois connaître le secteur là où tu investis, Mm. Mm. globalement, tu fais à peu près combien de… Alors, on va parler de chiffre d'affaires, on pourrait parler de loyer en LCD, enfin plutôt en chiffre d'affaires en LCD, mais on va dire comparer le loyer LCD que tu Ouais. vas toucher Ouais. versus le loyer, allez, en location classique meublée, par exemple. Meublé. Alors, si je pars sur par exemple mon appartement, enfin sur un de mes appartements en location courte durée, donc c'est un T3, donc il y a deux chambres. Si je le louais à une famille comme ça en meublé, on serait à 650 € à peu près. D'accord? Et là, donc du coup, je suis à peu près entre 1500 et 2000 en fonction des mois. Et je compte pas le ménage. Donc j'enlève toujours la partie ménage dans le chiffre d'affaires. Donc c'est 1500, tu toucherais 1500 plus le ménage ou 2000 plus le ménage. Donc ton 1500, C'est c'est ça. en gros ton net, quoi, hein, ce que tu vas. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, je compte jamais le ménage parce que de toute façon, ça me revient pas, ça part directement à C'est femme ça. de ménage, enfin, à la fin du mois, quoi. Donc, je le compte pas parce que autrement, le chiffre d'affaires, on peut bien sûr arriver à 2005, etc. Ouais, Mais on sait très bien que ça n'ira pas dans notre poche, donc je pas pour préfère tout de toi. suite l'enlever, quoi. Ok. Donc, on est à peu près ouais, entre 1500 et 2000 pour un appartement de T3 de chambre, Ouais, bah, contre 650. je suis dans les mêmes chiffres globalement et je trouve qu'à peu près dans tous les secteurs où j'ai un peu regardé, voire même Mm. ça peut être plus que ça, Ouais, ça peut être on est plus que ça. Ouais. entre x2 et x5 par rapport à un loyer meublé Mm. classique, généralement 2,5 x3 par Mhm. rapport à un loyer en meublé classique. Donc c'est pour montrer l'intérêt que ça peut avoir, Mm. notamment peut-être au départ, en début Ouais. de carrière d'investisseur, bon, peut-être Ouais, plus ouais. tard, même après, hein, mais de vouloir faire de la rentabilité grâce à cette location courte durée, parce que c'est assez énorme, quoi, de passer de 650 à Mm. 1500, 2000 euros. Ah ouais, bah, c'est clair que, en fin de compte, la location courte durée, je trouve que c'est. Alors moi, c'est pas ma spécialité, mais je trouve que c'est intéressant au début, surtout quand on n'a pas forcément de gros moyens, parce qu'en fin de compte, location courte durée, on va plutôt se focaliser sur des studios, des T2, des T3, donc des biens immobiliers qui ne sont pas forcément hyper chers parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface. Et en contrepartie, on peut générer un maximum de cash. Donc,
je trouve l'intérêt de la location courte durée, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter un bien de 35 mètres carrés, un petit T2, dans des villes moyennes, on est aux alentours de 70 à 100 000 euros à peu près, globalement. Oui. Donc, on est sur entre 2000 et 2500 euros du mètre carré sur des villes moyennes, ce qui est plutôt pas mal. Donc, moins de 100 000 euros, c'est quand même abordable à, j'ai envie de dire, quasiment tout le monde, quoi. Quelqu'un qui gagne 1300 euros par mois aujourd'hui, il peut se procurer un produit de 100 000 euros, un peu moins de 100 000 euros. Tandis que quand on va sur l'immeuble ou même sur certaines colocs, aujourd'hui, même moi, dans mon secteur, une coloc 4 chambres, on est sur un budget 140, 150, 160 000. Donc, on bascule directement sur une gamme un peu supérieure en termes de financement. Et quand on est sur des immeubles, là, bim, on passe les 300 quasiment, quoi. 250, 300 pour des petits immeubles. Donc là, on passe encore une fois sur une gamme supérieure de financement. Donc là, l'avantage de la location courte durée, c'est que quand on débute, on n'est pas obligé d'avoir un gros salaire, c'est abordable à tout le monde et on peut vraiment rentrer du cash, quoi. On peut faire 600, 700 euros de cash flow net, c'est énorme sur un mois. 600, 700 euros, Un c'est énorme. appartement en plus. Pour un appartement, c'est ça qui est énorme en fin de compte, quoi. Donc, moi, je trouve ça intéressant au début surtout, et après, ne pas hésiter à se diversifier. Je trouve que c'est important. Ouais. Et là, encore deux petites questions sur la LCD. Ouais. Les questions que j'ai souvent encore là-dessus, c'est dans ma ville, personne va me demander un appartement en courte durée. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir de demande. Je vais avoir mon appartement en courte durée, il n'y a pas de demande parce que je ne suis pas au bord de la mer, parce que je ne suis pas une ville touristique, etc. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Et on va commencer par celle-là, je te pose la deuxième après. Ouais, carrément. Qu'est-ce que je dis par rapport à ça? Je dis qu'à partir du moment où on investit dans l'immobilier, déjà, la première chose à faire, c'est de faire une étude de marché. Une étude de marché, c'est quoi? C'est je vais proposer un produit, donc un appartement. Est-ce qu'en face, il y a de la demande? Donc, ensuite, comment on fait pour faire ça? Il y a plusieurs choses à faire. C'est premièrement, on peut commencer à rechercher sur des sites s'il y a de la demande. Donc, par rapport à la location courte durée, je pense que tout le monde le connaît, ce site-là, c'est le fameux Airbnb. Ça permet déjà de savoir un petit peu quels sont les pourcentages d'occupation, etc. Ce n'est pas parfait, mais ça apporte quand même quelques réponses à nos questions. Ensuite, moi, c'est vrai que pour sécuriser le truc, je regarde aussi le nombre d'habitants. Ça paraît tout bête, mais bien évidemment, quand on est dans des villes à 50 000, 60 000 habitants, il y a plus de chances de trouver du monde que des villes de 10 000 habitants. Après, on a encore une fois du bon sens. C'est est-ce que dans mon secteur, il y a des hôtels? S'il y a des hôtels qui fonctionnent depuis 10, 15, 20 ans, c'est qu'il y a du monde. S'il n'y a pas d'hôtel, s'il n'y a personne, là, oui, c'est clair qu'il faut se poser des bonnes questions. Et après, dernière chose par rapport à ça, c'est je pense qu'il ne faut pas investir dans une ville où ça fonctionne par saison. Parce que l'été, généralement, ça va fonctionner du tonnerre. Mais par contre, de octobre à mars, il n'y aura plus personne. Je prends un exemple, notamment sur les stations balnéaires. Mais je pense qu'il faut réussir à trouver des villes où ça fonctionne toute l'année avec soit des touristes, soit des entreprises qui viennent, enfin des gens qui viennent bosser pour des entreprises ou des choses comme ça, des stages, des trucs comme ça. Donc moi, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Après, encore une fois, il faut aller creuser, il faut aller chercher, faut regarder un petit peu les données, l'évolution de la population, les entreprises qu'il y a à côté, du bon sens en fait, quoi. Est-ce que je vais avoir des locataires par rapport à mon produit qui va être mis en commercialisation? Ouais. Ok, très clair. Moi, je suis bien d'accord avec toi là aussi. Et du coup, j'arrive à ma deuxième question. Ma deuxième question, c'est tu disais, la location saisonnière, je fais plutôt des studios T2 ou T3. Ouais. Et est-ce que tu as beaucoup de demandes justement pour tous les types de logements? Parce que souvent, on entend dire, je vais prendre un petit studio, je le mets en Airbnb. Donc, globalement, pour les gens qui ne connaissent pas, ça fait deux couchages. Enfin, tu vas faire deux couchages, peut-être avec un enfant, ou tu peux avoir un couple avec un enfant, ou deux personnes, ou une personne. Le T2, tu vas avoir ta chambre séparée, donc potentiellement, tu pourras avoir, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 4 couchages. 4, ouais. Et donc, dans ton T3, tu vas faire 6 couchages? 6, ouais, c'est ça. Ok. Et tu as beaucoup de demandes pour 6 ou c'est peut-être 4 personnes qui vont venir mais qui prennent quand même ce logement? Comment ça se gère un petit peu ça? Alors, j'ai pas énormément de monde pour 6 en fait. J'ai plus des mondes pour 4. En fait, ce qui est étonnant, c'est que même les personnes qui sont pour 4 vont plus
dans des logements avec deux chambres que une chambre plus canapé. Sauf des familles éventuellement, les familles, parce que les enfants, voilà, ils vont aller dormir sur le canapé. Mais autrement, euh, c'est assez étonnant. En fait, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils sont plus prêts à faire un effort financier pour avoir du confort plutôt que de se dire, bon, on va économiser 10 euros par nuit, c'est à peu près ça, enfin 10, 15 euros par nuit entre un T3 et un T2. Mais par contre, du coup, bah, il y aura des personnes sur le canapé, quoi. Donc, c'est un peu étonnant, mais ils- les gens, en fait, ils sont plus prêts à faire des efforts financiers. C'est comme entre le studio et le T2. Alors, bien sûr, on trouvera toujours du monde pour des studios, on trouvera toujours du monde pour du T2 ou du T3, c'est pas un souci. Mais j'ai remarqué que quand même, les gens aujourd'hui, euh, bah, ils vont plutôt aller sur du T2 parce que c'est quand même mieux d'être dans une chambre que d'être dans un studio, un petit studio, pour économiser en final pas grand-chose, quoi. Ils vont économiser allez, 5, 10, 15 euros par nuit encore une fois, mais sur 2 nuits, 3 nuits, ça ne va pas changer énormément les choses. Alors bien sûr, après, il y en a qui sont plus sur le prix, il y en aura toujours, ce n'est pas un souci, mais par contre, dans la grande majorité des cas, les gens vont quand même plus sur le confort. Donc en fin de compte, en studio, ça marche, mais pour moi, le T2 est mieux. Le T2 est beaucoup plus intéressant qu'un studio. C'est assez étonnant. Et le T3, j'ai quand même du monde et ça marche aussi bien qu'un T2. Donc c'est assez étonnant, hein, mais c'est contre-intuitif. Mais les gens aujourd'hui sont plus prêts à faire un effort financier pour être dans du confort. Ouais, mais j'ai remarqué un peu la même chose. Et c'est pareil pour, même pour les colocs. Si on revient sur les colocs, Hum, ils seront prêts peut-être à payer un peu plus cher une coloc. On hum. revient un peu à la qualité d'un bien, s'il est bien rénové, s'il est beau. Encore une fois, j'ai vu ce que tu faisais aussi, des rénovations, etc. C'est super, quoi. Et Hum. c'est le même type de Merci. réno que je fais. On fait ça propre, beau, pas marchand de sommeil, Ouais, ouais. faire des trucs pourris, quoi. Ouais, Et je et pense que les gens, ils sont clairement prêts. Et puis moi, le premier, quoi, je serais prêt à payer pour avoir peut-être plus cher, mais hum, meilleure qualité ouais. plutôt que moins cher, mais forcément, entre guillemets, on aura moins, quoi. Enfin, donc, Ouais, non, mais c'est clair, mais ça change vachement. La mentalité des gens change par rapport à tout ça parce que tu vois, même moi, je m'en suis rendu compte vraiment sur mon secteur au niveau de la coloc. Moi, j'ai commencé donc du coup, enfin, 2017, ils ont été commercialisés en 2018. Euh, J'étais quasiment un des premiers sur mon secteur à faire de la coloc haut de gamme. ok. Et, euh, et du coup, j'ai mis en place mes locations. C'est parti très rapidement. Et maintenant, je me rends compte qu'au niveau des prestations, surtout sur un appartement, je suis un peu en dessous par rapport à tous mes concurrents, entre guillemets, qui sont arrivés sur le marché. Mais par contre, mes concurrents sont aussi au-dessus en termes de prix. Donc Ouais. moi, je restais en dessous des 400 euros et eux, ils sont arrivés à 400. Il y en a même qui sont à 430. Je ne sais même pas s'il y en a pas même à 450. Et ça, il y a 2 ans, c'était impensable, quoi. Ouais. Mais c'est juste qu'ils sont montés en gamme en termes de prestations. Ils fournissent tous les services comme Netflix, télé dans la chambre, etc. Enfin, vraiment la totale. Et les gens, maintenant, il y a des gens qui sont prêts à mettre ça, qui sont prêts à mettre ce budget-là. Alors que pour le même prix, ils auraient un T2 vraiment sympa, quoi. C'est juste que dans la tête des gens, ça y est, il y a une bascule qui s'est faite. Et les gens sont prêts à pousser financièrement pour avoir vraiment une prestation de qualité, plutôt que de ronger un petit peu le loyer, hein, pour être dans une catégorie un peu inférieure. Et moi, je l'ai vraiment vu là sur mon secteur, en l'espace de 2 ans, ça a carrément changé, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que cet été, quand je vais certainement avoir un turnover, je vais juste faire un petit peu d'amélioration. Je vais mettre un budget de 300-400 euros sur ma coloc de 4, où je vais mettre un peu de peinture au mur, un peu de déco, des cadres, des trucs comme ça, pour vraiment essayer de remonter au même niveau que les autres, quoi. Parce que là, j'ai bien vu en fait que j'étais un peu en dessous en termes de, même si c'est beau, hein, c'est sympa, c'est neuf, etc. Mais ça suffit plus en fait. Ouais. Mais je Et trouve que tout, c'est une concurrence qui est assez saine quand même. C'est une concurrence qui oui, pousse vers l'amélioration des logements. Et quand on voit, enfin, carrément. là où j'ai investi aussi, il y a des appartements, mais c'est des taudis. Pour moi, c'est presque insalubre. Je ne pourrais pas y habiter. Les Ouais, mecs, ils louent ça. Mais je trouve ça cool que ça soit cette concurrence dans ce sens-là où ouais, presque les investisseurs ils doivent se challenger sur trouver des meilleurs biens, etc. ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est plutôt positif pour les gens qui vont avoir besoin de se loger, quoi. Donc, Ah, mais franchement, les locataires, aujourd'hui, celui qui a les moyens, il trouve un appartement, mais au top, hein, parce qu'il y a des appartements en location, c'est même plus de la location quasiment, c'est même des prestations de résidence principale, hein. ouais, c'est ça.
tout est rénové de A à Z avec une super belle déco, une grosse télé au mur. Enfin, franchement, moi, j'étais étudiant il y a 10-15 ans. Mais personne n'avait ça. Personne. Aujourd'hui, maintenant, on en trouve plein sur le marché. Donc, c'est plutôt une bonne chose, hein. Et il y a de la demande. Donc, c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a de la demande pour ce type de presta, donc c'est clair que c'est une bonne chose. Ouais, c'est clair. Et on arrive sur la suite de tes invests. Alors, bon, il y a la transformation de ce local commercial en Ouais, local d'habitation. Donc ça, c'est je en pense que cours ça n'a pas celui-là. été, ça a été une belle négociation avec la mairie, l'urbanisme. Ça a été facile ou un peu On, complexe? on est dedans. Alors, on est Ah, dedans. t'es Donc, en cours. Ok, ouais, ok. ouais, c'est en cours, c'est en cours. Donc, en fin de compte, bon, si j'essaye d'expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que les démarches administratives, je pense, c'est assez compliqué pour notamment les débutants, mais c'est normal. Ouais, bien sûr. Avant de l'acheter, j'ai pris un rendez-vous avec la personne au service urbanisme de ma ville pour expliquer le projet, avant de vraiment aller au bout de la négociation avec le vendeur, pour tâter un peu le terrain. Parce que si tu veux, la difficulté de ce projet-là, c'est qu'il y a deux niveaux, il y a un rez-de-chaussée et il y a une forme de sous-sol. Mais le sous-sol, eux, ils appelaient ça des caves. Mais si tu veux, tu as 2,40 m de hauteur sous plafond, tu as des ouvertures, tu as des fenêtres, tu as une porte qui donne sur l'extérieur, tu as du carrelage au sol. Je me suis dit, c'est quand même dingue de ne pas exploiter 150 mètres carrés alors qu'on peut vraiment le transformer en habitation. Donc, le truc, la difficulté en fait, du projet, c'était ça par rapport à l'urbanisme. C'était être capable de transformer cette surface-là en habitation. Donc, du coup, je suis allé un peu tâter le terrain au niveau de la personne qui s'occupe du service urbanisme. Elle m'a donné un petit peu les règles de la ville, notamment par rapport aux places de parking. Donc, il fallait que j'achète au minimum une place de parking Ok. ou un garage, quoi, dans une zone de 300 mètres du logement. Donc, c'était ça un peu la difficulté. C'est pas très, très large, en fait, comme périmètre. Mais j'ai réussi à trouver avec un des copropriétaires de la copro. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, par contre, le projet est passé avec les architectes parce qu'on est sur une surface importante. Il y a une création de surface plancher de, du coup, 150 mètres carrés. Donc, du coup, on dépasse largement les quotas pour gérer soi-même. Et même, je trouve que sur une surface comme ça, c'était quasiment impératif de passer par un archi parce que voilà, en fait, c'est comme un plateau brut, hein. Il y a quatre murs, un toit, et puis hop, Ouais. débrouillez-vous, quoi. Ah, Donc ouais. voilà, pour les plans, pour l'optimisation de l'espace, etc., c'était important. Donc du coup, là, les architectes ont eu un rendez-vous avec la personne de l'urbanisme. Ils ont bien entendu le projet, ils étaient au courant du projet et ils ont plutôt bien reçu. Donc, c'est bien parti. Bon, bah écoute, je te souhaite bon courage, bonne Et chance. merci. Après, il y a toute la partie de travaux, il va y avoir pas mal de choses Ouais, à gérer, ça c'est galère. Ouais. Là, mais on est. encore une fois, c'est pour mettre le point sur si ça va jusqu'au bout. Enfin, ça va aller jusqu'au bout, je te le souhaite. C'est pas si ça va, je vais Ouais, dire ouais, ça va aller ça va jusqu'au aller. bout. Donc, quand ça On fait ira le jusqu'au tour. bout, tu auras fait une sacrée belle plus-value. Comme tu disais, tu auras Ouais, l'appart payé, quoi. C'est ça. Enfin, ouais, tu auras ta résidence principale. Bon, après, tu veux la vendre, tu ambitionnes de la vendre, etc. ouais, c'est ça. Et puis de garder les apparts qui auront été payés. Donc, c'est quand même encore énorme de se dire. Ouais, Alors, potentiellement, ça va mettre, allez, 1 an, 2 ans, même, admettons 3 ans, 4 ans. ouais, on est. Ouais, Même si on se dit ça met ce temps-là, si en 4 ans, tu as payé 2 apparts, c'est quand c'est même fou ça. quoi, quand on pense à C'est ça ça. juste de Ouais, cette c'est ça. façon-là. Quoi. Ouais. Donc, pour donner un petit peu des chiffres, je pense que ça intéressera toute ta communauté. Généralement, les gens adorent les chiffres. Et moi, Ils le adorent les premier. chiffres. C'est pas le plus important pour moi, mais ils adorent les chiffres, je suis Ah, ouais, d'accord. ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Donc, j'ai acheté, à la base, sur le papier, c'était 150 mètres carrés, mais du coup, l'idée, c'est de transformer en 300. J'ai acheté Déjà, rien ça. que ça, c'est énorme. Ouais, ouais, de doubler, quoi. Ouais. Donc, du coup, au niveau des chiffres, l'achat, c'est 75 000, que je ne me trompe pas, 75 000 euros, frais d'agence inclus. Donc, on monte à 82 000 euros avec les frais de notaire. Ensuite, au niveau des travaux, là, je suis en train de voir avec des entreprises. Là, ça chiffre pas mal. On est sur. Au début, j'avais prévu 200, mais on va plutôt être largement au-dessus. On va être à 230, voire même peut-être 250 000. 200, ouais, allez, on peut compter 250 000 euros de travaux pour faire simple. Donc, on est quand même sur un gros budget. Et ensuite, il y a la place de parking, l'architecte et le géomètre. Donc là, place de parking, on peut compter 17 000 avec les frais de notaire. Archi, 3 500 et géomètre, on peut compter 3 500 aussi. Donc, on est sur, allez, on arrondit à 25. On est grosso modo sur un budget total aux alentours des 350 000. Bon, je n'ai pas tout calculé, hein, mais on est à peu près là-dessus, hein, sur 350 000. Et l'idée, ce serait de revendre En fait, on va faire un loft.
un loft de 140 mètres carrés avec une mezzanine, etc. Vraiment un truc top. Donc, l'idée, c'est de revendre cette résidence principale-là, ce loft, d'ici 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Et donc, l'idée, ce serait de revendre à peu près dans ces prix-là pour payer l'intégralité du projet. Ou du moins revendre allez, à 300 000. Je pense qu'à 300 000, ça part assez facilement parce que c'est quelque chose d'atypique. Un loft, il n'y en a pas partout. Il y a 3,50 m, 3,60 m de hauteur sous plafond. Voilà, Ouais. il y a vraiment des choses, des belles prestations. Donc, voilà, l'idée, c'est de revendre pratiquement la totalité du projet pour faire en sorte d'avoir les deux autres de payer. Et dans un des deux, je compte faire un logement haut de gamme avec jacuzzi. D'accord, ok. Pour de Donc, la location courte durée aussi. ouais, ouais. Ok. Dans un des deux autres, ouais, pour vraiment booster à fond, quoi. Essayer de te démarquer encore plus de la concurrence. Ouais, et puis encore une fois, tester. Ouais, tester, ouais. Parce que, en fait, comment je suis venu à ça, c'est assez simple. Avec ma conjointe, des fois, bah, comme tout le monde, on a envie de se faire des petits week-ends, des trucs comme ça. Et sur le secteur, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et ça montait très vite en termes de prix. Ça monte très vite en termes de prix. La nuit un peu de luxe, elle est minimum à 150 euros. Et c'est, tu vois, les cabanes dans les arbres. Avec, c'est même pas un spa, c'est une baignoire un peu hydro. Là. Ok. Je me suis dit, déjà, il n'y a rien dans le secteur, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est dingue. Et en fait, on en cherche, quoi. Et à côté de ça, les tarifs à la nuitée, mais ils sont juste dingues. Mhm. 150, et encore 150, c'est le minimum syndical. Ça passe tout de suite à 200. Il y a même des trucs à 250. Mais il faut faire une demi-heure de voiture. Donc, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas grand-chose sur le marché, donc il y a quelque chose à faire. Et puis, même les tarifs à la nuitée, c'est dingue. Et je me dis, même si je fais que 10 nuits, Ouais. 10 nuits par mois, ce qui est rien, hein, 10 nuits par mois, c'est que dalle, ça fait quand même déjà, si c'est 150 euros la nuit, 1500 euros de rentrée, quoi, pour 10 nuits. Et 10 nuits, tu te dis, 10 nuits, c'est tous les week-ends plus 2 nuits dans le mois. Donc en fait, c'est vraiment rien, quoi. Et je Ah, me c'est dis, vrai. ben, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ça. Et puis aussi, c'est aussi une réussite personnelle, quoi. Faire un logement un peu de luxe avec jacuzzi et tout, c'est gratifiant aussi, quoi. Ouais, ouais, non, c'est ça. Bah, justement, j'ai bien envie qu'on passe sur cette partie un peu, entre guillemets, pourquoi tu as fait ça, Ouais, comment tu as fait ça en parallèle de ton job, ouais, et puis, enfin, pourquoi, voilà, le pourquoi tu as fait ça, même si j'ai pourquoi? compris, tu en as parlé un petit peu, hein, Ouais, et puis le nom de ta chaîne aussi il donne quelque chose, mais est-ce ouais, que c'est Jordan, objectif rentier immobilier, c'est ça, ouais, hein? c'est ça, tout à fait. Donc, ton objectif, c'est d'être rentier. Vraiment, c'est ça ton objectif. Et pourquoi, si c'est ça ton objectif? Et Ouais. bah, comment tu gères avec ton job à côté? Voilà, ces petites questions-là. Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai que le mot objectif rentier immobilier, ça fait un peu pompeux, entre guillemets, hein. Mais en fin de compte, l'idée de tout ça, c'est assez simple. C'est-à-dire que moi, je suis dans un emploi où tout est. Donc, je suis fonctionnaire, en fin de compte, tout est figé. C'est-à-dire que les évolutions de carrière, il n'y en a pas. Mis à part passer d'autres concours, en fait. Mais bon, j'ai déjà passé 5 années à l'école, c'est bon. Et, donc, passer d'autres concours, se remettre à fond dedans, etc. Et autrement, il y a pas d'évolution, quoi. Et ça me gêne bah, vraiment parce que j'ai vraiment toujours fonctionné dans ma vie avec des objectifs, réussir à me dépasser, etc. Donc, c'est vraiment ce qui m'attire. Et la deuxième chose, c'est que du coup, pareil, je me sens un peu, comment dire, enchaîné en fait dans un train de vie où j'ai pas la main mise en fait sur tout, bah, déjà premièrement sur l'endroit où j'ai travaillé, j'avais pas la main mise, sur les vacances et tout ça, j'ai pas la main mise, sur mes horaires, j'ai pas la main mise, enfin voilà, sur tout en fait, j'ai pas la main mise et ça me dérange aussi. Donc pourquoi j'ai décidé d'investir dans l'IMO? Parce que je voulais en fait gagner cette forme de liberté, cette liberté à la fois géographique, à la fois bah, financière aussi, voilà, être capable de choisir ce que j'ai envie de faire. Donc du coup, pour moi, l'IMO, c'était la meilleure solution pour démarrer parce qu'il y a ce fameux effet de levier qui fait qu'en partant de pas grand-chose, on est capable d'avancer petit à petit. Donc, la raison pourquoi j'ai démarré, c'était vraiment ça. Après, je me suis pris de passion pour l'IMO et là, maintenant, j'adore ça et je veux même me reconvertir dans ça. Mais
L'idée principale, c'est ça, c'est gagner une liberté, avoir le choix. Ça, c'est hyper important pour moi. Donc ça, c'était la première question. Et ensuite, je ne me rappelle plus très bien comment j'ai fait pour gérer en parallèle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comment j'ai fait pour gérer en parallèle? Bah, je me suis un peu organisé. Alors moi, j'ai pas un travail qui fait que je travaille de 8 heures du matin à 18 heures. Donc j'ai quand même du temps. Donc du coup, en fait, si tu veux, j'ai fait en sorte de mettre en place des routines et de mettre en place des créneaux sur lesquels j'allais bosser à fond certaines choses pour m'améliorer, surtout au début. Et ensuite, j'ai fait aussi des efforts et j'ai passé des week-ends à aller visiter. Je me suis retroussé les manches, quoi. Au début, surtout, hein, donc j'étais en région parisienne, je prenais le train, j'allais faire des visites. Pareil pour la gestion des travaux, je me suis déplacé plusieurs fois sur les chantiers pour gérer, enfin, pour voir un petit peu la gestion de mes travaux, etc. Donc, je me suis retroussé les manches. Et après, tout ce qui était partie Internet, etc., bah, c'était de la maison, des coups de téléphone. Et là, du coup, bah, je prenais des plages horaires où je travaillais à fond dessus, quoi. Ouais. Ouais. Donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est faisable, même si on Ah a un bah boulot, oui. d'investir à côté, quoi. Ah, mais en fait, c'est ça. Ah ouais. C'est faisable. Mais bien évidemment que ça demande des efforts. Mais c'est évident, en fait. Alors, je sais que les gens aimeraient bien qu'on leur dise vas-y, tu vas y arriver sans rien faire. Tu restes assis sur le canapé, un mec va t'appeler, il va te proposer une affaire de dingue. Mais non, non, c'est du bon sens, il faut bosser. Surtout au début, quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas forcément de connaissances, bah, bien évidemment, au début, il faut bosser. Mais encore une fois, le jeu en vaut la chandelle. Donc après, le temps que ça prend, ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'annexe. On s'en fout un peu, que ça prenne 1 an, que ça prenne 5 ans, que ça prenne 10 ans. On s'en fout. Le but, c'est qu'on avance et que voilà, on arrive à atteindre notre objectif. Alors après, évidemment, en fonction des situations de chacun, moi, j'ai commencé à investir, j'étais tout seul. Voilà, je n'ai pas d'enfant. À l'époque, j'étais entre guillemets célibataire. J'avais du temps pour moi, quoi. Je prenais le temps, mais c'est sûr que quand on a un boulot où on bosse déjà 40 heures par semaine, on a 2 enfants, on est en couple, voilà. Bien évidemment, on a moins de temps. Donc, ça va prendre certainement plus de temps que les autres. Mais le but du jeu, c'est d'y arriver. Et en se donnant les moyens, tout le monde y arrive. C'est une évidence. C'est une évidence. Bah, c'est cool que tu dises ça parce que moi je suis convaincu comme toi que si on se donne les moyens, on va finir par y arriver, peu importe le temps, faut pas être pressé quoi. C'est Et puis, ça. petit à petit, ça va venir et on se rend compte que même si tu as fait des erreurs, alors bon, on a une interview qui est déjà longue, alors on va peut-être pas Ouais, parler ouais, de toutes les erreurs, mais si tu avais fait une erreur, par exemple, une erreur ouais. principale, tu vas nous la dire, mais malgré cette erreur-là, tu Mm. te rends compte que ça marche bien pour toi et que ça va bien, quoi, que tu continues à faire de l'investissement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, Bah, ouais, voilà, on va faire quelques questions-réponses courtes si tu veux bien. ouais, bien, ouais, Genre, carrément. s'il y avait une erreur que tu as faite, ça serait quoi? Vas-y, raconte-nous un peu Bah, une erreur. ouais, la première erreur que j'ai faite, justement, c'était sur mes colocs à distance. J'ai pas été assez présent au niveau des artisans, donc le chantier a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Au début, on avait prévu 3 4 mois, ça a duré 7 mois, quelque chose comme ça. Parce que j'étais à distance, les artisans le savaient, et j'ai pas été capable de mettre assez la pression sur les artisans au début. Donc, par exemple, en 1 mois et demi, le plaquiste avait juste fait une démolition de 2 3 cloisons, enfin, et Ouais. posé 2 3 rails. Donc, en 1 mois et demi, c'était rien. Et Tiens, ça, ça me c'est rappelle la quelqu'un. première Ça me erreur. rappelle quelqu'un qui a fait peut-être la même erreur, mais, Ouais. mais ouais, finalement, c'est pas si grave que ça. Non, c'est pas si grave que ça. C'est juste une perte de temps et donc une perte d'argent parce que les biens auraient pu être en location plus rapidement. Mais c'est sûr que, en fait, ouais, mon erreur, ça a été de faire trop confiance, en fait, dans le sens où je me suis dit, bah voilà, il y a un boulot à faire, ils vont le faire, point barre. Et en fait, j'avais pas compris que les artisans, ils ont 4, 5, 6, 7 chantiers en même temps et qu'ils vont passer une journée ici, puis une journée là, puis une journée chez un tel, puis etc., etc. Et ça, je ne l'avais pas compris au début. Pour moi, je pensais que l'artisan, il avait un chantier, il avait un seul chantier, il bossait dessus et puis il passait au suivant. Et en fait, la très grande majorité des artisans, ce n'est pas le cas. Et j'ai trop fait confiance au début. Et bon, après, ça s'est bien passé. C'est juste que j'ai perdu 3 mois, quoi. Ouais. Mm. Et alors, si tu avais aussi la principale qualité que tu vas avoir toi ou qu'un investisseur immobilier doit avoir, ça serait quoi? Ou peut-être, allez, peut-être même deux hein, si tu veux, mais Mm. voilà, quelles sont les compétences qu'il doit avoir ou les qualités propres que tu dois avoir en tant qu'investisseur immobilier, si tu devais donner quelque chose? Ouais, alors pour moi, la première, c'est plus un état d'esprit, c'est être persévérant et ne rien lâcher. Ça, c'est indispensable parce que bien évidemment, quand on investit dans l'immobilier, il y aura toujours des choses
qui vont faire que ça va être un peu négatif. Donc, c'est un peu les montagnes russes. Il y a des jours où on va être hyper content parce qu'on a fait une belle opération, on a obtenu un accord de sa banque, on a trouvé des locataires, on voit les loyers qui tombent, on se dit wow, c'est trop cool, etc. Et un autre jour, ça va être il y a un souci à régler, il y a ça à faire, il y a ça à faire, etc. Et là, on va plutôt être en phase de descente. Donc, l'état d'esprit, c'est être capable de se dire de toute façon, il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, il y aura toujours une solution face à un problème et de toute façon, je ne vais rien lâcher jusqu'au bout. Tant que je n'ai pas atteint mon objectif, je ne lâcherai rien. Que ça prenne un mois ou que ça prenne 5 ans, je m'en fous, je reste focus sur mon objectif et j'y vais jusqu'au bout. Ça, c'est indispensable pour moi. Donc, c'est la première qualité. Et la deuxième qualité, c'est quand même quand on est dans l'immobilier, pour moi, c'est maîtriser les chiffres. Donc, j'en parle pas mal sur ma chaîne ou lorsque je fais des accompagnements, c'est être capable de maîtriser les chiffres parce que l'immobilier, pour moi, c'est encore une fois du bon sens, c'est des chiffres. Et à partir du moment où on est capable de maîtriser les chiffres, on ne peut pas se planter. Voilà, tout Ok, simplement. très clair. Persévérance. Alors, persévérance à tout le monde, Ah clairement. ouais, non, mais c'est clair. Non, mais tu vois, en fait, c'est comme dans plein de domaines. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut perdre du poids, il doit perdre 20 kilos. Et s'il fait une sorte de régime ou s'il modifie sa nutrition ou sa diététique pendant une semaine, bien évidemment qu'il n'arrivera pas à obtenir son résultat. Mais si le gars, toutes les semaines, il met en place des choses et qu'il tient le coup et que bien sûr, il y a des jours, il va avoir trop faim, tu sais. Mais il tient, il sait qu'au fond de lui, il a son objectif et qu'il doit tenir et qu'il va trouver des solutions, à la fin, il va réussir. Dans l'IMO, c'est la même chose. Ouais. Dans le sport, c'est la même chose. L'athlète qui a envie d'obtenir ou de faire une performance, il va bosser tous les jours. Il va mettre en place une routine et il ne va rien lâcher jusqu'à ce qu'il atteigne cet objectif. Dans l'IMO, c'est la même chose. On a un objectif, entre guillemets, un point final, une étape où on a envie d'arriver. Et le but du jeu, c'est d'y arriver. Donc, on trouve des solutions pour y arriver. Et on sait que ça va être dur. Parce que si ce n'était pas dur, on serait tous avec un patrimoine de dingue. Et voilà. Donc, on le sait. Il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, c'est est-ce que les personnes vont être prêtes à faire des efforts, à persévérer quand il y aura des coups de moins bien ou pas. La seule réussite d'un investisseur, pour moi, c'est ça. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est quelqu'un qui ne va rien lâcher, quelqu'un qui va lâcher au premier déboire, en fait. Je suis bien d'accord avec toi là aussi. Encore une fois, alors on se retrouve sur pas mal de points, donc ça c'est vraiment cool. Yes. Et puis si j'avais une dernière question à te poser, ça serait tu rencontres quelqu'un qui se dit ouais, l'immobilier ça me tente bien, mais j'hésite à investir dans l'immobilier. Ça serait quoi peut-être un argument si éventuellement tu voulais le convaincre? Alors tu n'as pas forcément envie de le convaincre, mais parce que moi j'ai arrêté d'essayer de convaincre les gens. Moi je fais mon truc, puis j'avance, puis voilà. Et s'il y a des gens qui veulent le faire, ils viennent me voir, j'en parle avec plaisir, mais j'ai arrêté un peu entre guillemets de convaincre. Mais si tu devais donner des conseils ou essayer de convaincre quelqu'un d'investir dans l'IMO, ce serait pourquoi et qu'est-ce que ça serait comme conseil éventuellement? En fait, ouais, comme tu dis, moi, je ne suis pas forcément là pour convaincre des gens, hein. Moi, c'est plus, je donne les avantages de l'immobilier. C'est l'actif qui est physique. C'est un des seuls actifs physiques qui est connu, reconnu et re-reconnu depuis la nuit des temps. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'immobilier aujourd'hui, s'il ne revend pas, d'ici 10, 15, 20 ans, il aura toujours. Et en plus de ça, on sait très bien que l'immobilier, sauf cas exceptionnel, ça prend de la valeur. Donc, ce qui est plutôt cool, c'est que premier avantage, c'est que tu as quelque chose qui est physique. Tout le monde connaît ça, tout le monde a besoin de se loger, que ce soit pour sa résidence principale ou pour une résidence un peu locative, pour un loyer, pour un étudiant, peu importe. Donc, le premier avantage, c'est bien évidemment, ça reste dans le temps, ça prend de la valeur la plupart du temps et en plus de ça, tout le monde en a besoin. Le deuxième avantage, c'est que quand on est une personne, ce que moi j'appelle souvent ça les personnes lambda, c'est-à-dire qui ne gagnent pas des 1000 et des 100, qui sont dans les 90% de la population, entre 1005 et 2500 euros par mois, c'est pour moi le seul véritable accélérateur de richesse parce que la bourse, honnêtement, si on n'a pas 100, 200, 300 000 à mettre en bourse, on ne va pas faire grand-chose. L'entrepreneuriat, et du coup, à ce moment-là, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas forcément donné à tout le monde non plus. Tandis que l'immobilier, ce qui est cool, c'est qu'on a l'effet de levier avec la banque. On emprunte à la banque et puis ce sont les locataires qui nous remboursent. Et en plus de ça, si on fait bien les choses, on a un excédent, on a du cash flow. Donc, pour moi, à partir du moment où on a déjà compris ces deux choses-là, c'est soit on a envie d'améliorer sa vie, ou que ce soit en termes de finances, que ce soit en termes de liberté, ou soit on n'a pas envie.
Et encore une fois, ça, c'est pas une critique. Moi, en fait, tous mes amis, il n'y en a quasiment aucun qui investit et c'est pas un souci. C'est pas pour autant que je les aime pas. C'est juste qu'on n'a pas forcément les mêmes ambitions, on n'a pas forcément le même état d'esprit et que moi, j'ai envie de prendre les choses en main. Et que je veux surtout pas être dépendant de l'État ou d'un emploi ou de quoi que ce soit. En fait, c'est surtout cette façon de ne pas être dépendant. Parce que là, je te prends un exemple, il y a 6 mois, un an, même pas, hein, 6 mois, bah non, il y a quelques mois, on parlait de la réforme des retraites. En fait, la réforme des retraites, la retraite, c'est un point d'interrogation. Donc, la question, c'est est-ce que tu veux laisser quelqu'un décider pour toi ou est-ce que tu veux décider toi-même? Bah voilà. Moi, à partir du moment où j'ai compris ces deux, trois choses-là, la décision, elle a été vite faite et ce sont les avantages les plus importants que j'y vois. Après, encore une fois, chacun est libre de choisir par lui-même. Et puis, on sait très bien que tout le monde ne sera pas dans cet état d'esprit-là. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas un souci. Chacun est libre de décider. Mais quand on a compris ces avantages-là, on sait pertinemment que pour quelqu'un qui veut améliorer sa vie au niveau financier, au niveau de la liberté, au niveau de l'esprit, d'être tranquille, parce qu'on sait très bien que l'immobilier, dans le temps, de toute façon, sera remboursé, eh bien, il doit passer par l'immobilier. Ça ne veut pas dire qu'il va faire que ça. C'est-à-dire que c'est un passage obligé et généralement, c'est la première étape parce qu'on peut se faire financer grâce à la banque. Parfait, parfait. Merci en tout cas. Bah, de rien. C'est cool d'avoir entendu ça. Et puis, je trouve ça très cool en plus parce que tu es fonctionnaire, tu parles des retraites, que tu veux pas trop Ouais. poser là-dessus. Et je suis pas sûr qu'il y ait tout le monde qui ait le même avis. Mais je trouve Ouais, ça bah, cool. ouais, ouais. Je trouve Mais ça j'en parle pas beaucoup de ce que je fais dans mon emploi, hein. Il faut pas trop. Non, 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 pas trop, pas trop. Il faut pas trop. Faut en parler aux gens qui sont intéressés, je pense. Et C'est voilà. ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais écoute, encore merci à toi Bah, merci à toi, pour c'était cette cool. interview. C'était assez large. J'espère que vous avez pu apprécier un peu le contenu qu'il nous a partagé. Il y a eu des bonnes pépites. Il y a eu pas mal de contenu aussi sur le mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant Ouais. quand on fait des interviews. Est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut te retrouver sur Internet, s'il te plaît? Bien sûr, alors j'ai ma chaîne YouTube, donc c'est Objectif Rentier Immobilier. Ensuite, j'ai mon Instagram qui est jordanlg.immobilier. Et puis ensuite, j'ai ma page Facebook où là, c'est la même chose, Objectif Rentier Immobilier. Donc, de toute façon, si vous tapez Jordan Immobilier ou Jordan LG Immobilier, vous retrouverez un petit peu tout sur tous les réseaux possibles et inimaginables. Voilà un Ok, petit peu. écoutez, de toute façon, si vous avez besoin de voir ça, on mettra les liens dans cette vidéo, puis sur la Yes. description de cette vidéo, avec plaisir. Encore merci, Jordan, pour ton Ouais, temps. merci à toi, Je te c'était dis à cool. très bientôt. Je te dis merde pour la réussite de ces investissements qui arrivent là, gros invest. Yes, Et puis à très bientôt. On se revoit pour peut-être une prochaine vidéo ou quoi que ce soit d'autre. avec plaisir, ouais, ça marche. Merci à toi. Salut. Merci, ciao.